Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous pour cette édition de la mi-journée du journal en français de Label Radio et Télévision. Nous allons démarrer ce journal dans l'air du temps pour parler de la fête de Noël. Noël étant la fête des enfants et de l'espoir, une association a décidé d'organiser une fête pour les enfants de la rue que l'on appelle à Dakar au Sénégal les talibés. Notre correspondante au Sénégal, Oumou Kalsoumba, a rencontré M. Mamadou Sy, qui est le président de l'association Les Racines de l'Espoir. Cette association a décidé de faire une fête pour les talibés. Je suis membre d'une association dénommée Les Racines de l'Espoir. Je suis notamment le chargé d'organisation des Racines de l'Espoir. Et durant cette fête-là, on compte vraiment organiser ce qu'on appelle le Noël des enfants talibés. Donc, effectivement, il y a un paradoxe. Parce que lorsqu'on parle des talibés, on fait allusion à l'islam, aux études coraniques. Mais parler de Noël talibé, c'est un concept quand même assez innovateur. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a senti quand même la nécessité de vouloir offrir à ces jeunes-là, à ces enfants-là, donc l'occasion et la chance d'avoir ces cadeaux-là. Donc on s'est dit vraiment, ces enfants-là, ils n'ont pas de cadeaux, ils n'ont pas cette chance-là vraiment d'avoir ces cadeaux. Et nous, donc par le biais de notre association, on va essayer vraiment d'organiser quelque chose pour pouvoir leur donner des cadeaux. Parce qu'eux, ils sont à des centaines de milliers de kilomètres de leurs parents, ils n'ont pas cette occasion-là. Et nous, on sait cette occasion-là pour partager ces moments avec eux et pour fêter Noël avec eux. Parce que tout enfant, comme tout enfant normal, chaque personne vraiment a le droit vraiment d'avoir un cadeau donc, durant la fête de Noël. Et nous, on la fête ainsi et chaque année. Ok, nous allons prendre maintenant la direction du Cameroun, Douala, pour retrouver notre correspondante là-bas, Carole Guissot, qui nous dit que les marchés ne désemplissent pas à l'approche de Noël et qu'il y a des jouets pour toutes les bourses. Noël approche à grands pas et les tout-petits qui ont déjà pris leurs vacances ont hâte de voir ce que maman et papa ou tonton et tantine leur offriront cette autre année encore. Dans les espaces marchands de la ville de Douala, les contenus des étals changent pour faire place aux jouets de toutes les formes et de toutes les couleurs. Au premier rang, les stars des dessins animés comme Monsieur Spider-Man sur sa moto. Si les jouets sont de plus en plus variés, les vendeurs se plaignent cependant d'une marchandise moins dense avec des prix beaucoup plus élevés comparativement à l'année dernière. Moi, c'est bien à Boudé. Oui. Je suis vendeur ici à la bûche depuis des années. Ça fait pratiquement 5 ans que je suis là chaque décembre. Mais par rapport à l'année passée, le marché ne passe pas maintenant. Il y a d'abord plus de vendeurs et il y a d'abord manque de marchandises dans le marché. Donc, ce qu'on vendait plus l'année passée, ça en sort même plus. En fait, c'est sorti en préposition, mais les Guinéens, les Gabonais, les autres pays, ils sont venus vendre pour partir avec nous. Nous avons manqué. Cette année, contrairement aux années antérieures, nous avons constaté que les prix ne font que hausser sur le marché. Soit le problème peut être au niveau de la douane. Parce qu'aux années antérieures, les produits qu'on nous livrait à 2 000, cette année on trouve à 4 000, 5 000 francs. C'est parce que la plupart de ces produits viennent de la Chine. Et on dédouane au niveau du port de Douala. Donc le problème peut être au niveau du douanement. Plus le douanement augmente, les prix des marchandises sur le marché aussi vont augmenter. Nous serons seulement le cœur. Les prix ont doublé au marché. Je suis là. C'est 22 500. Et les supermarchés, on va ça. Et quand tu veux vraiment venir acheter la chose des enfants, tu achètes en début de mois même de novembre. Mais comme malheureusement, quand tu demandes tout l'argent, on te donne un retard, là, on va faire comment? Et cher, regarde une poupée qui me dit 20 000. Qui a quoi c'est la poupée là? Tu te retrouves avec 3 enfants, tu dois acheter 3 poupées, comment tu vas faire comment? En tout cas, les jouets sont déjà là. Les parents auront le choix pour faire plaisir à leur progéniture. On dit souvent que c'est l'intention qui compte, n'est-ce pas? Ok, espérons simplement que cette fête soit belle, surtout pour les enfants. Nous reviendrons sur la fête de Noël et pourquoi pas sur le Nouvel An dans nos prochaines éditions. Maintenant, nous allons prendre la direction de l'Afrique du Sud, là-bas. Cyril Ramaphosa, c'est le nom du nouveau leader de l'ANC, le Congrès national africain, le parti au pouvoir en Afrique du Sud. Cyril Ramaphosa l'a emporté sur l'ancienne présidente de la Commission
l'opposition africaine Dlamini Zuma d'une courte tête. Il a pu marquer 2261 points contre 2440 points pour Dlamini Zuma. Et donc, Cyril Ramaphosa devient le leader de l'ANC et certainement dans 2 ans, il deviendra le président de la République d'Afrique du Sud. Hier, c'était la journée mondiale des migrants et cette journée avait pour thème « Migration sans danger dans un monde qui bouge ». Forcément, quand on vit, on bouge, soit pour des études, soit pour des affaires. Et actuellement, en 2017, on ne peut pas parler des migrants sans parler des migrants africains. Alex Blériot-Moma. Méditerranée depuis le début de cette année 2017. Elles indiquent également que près de 350 000 personnes sont en déplacement risqué, forcé ou pas, un peu partout sur la planète et vivent dans un état permanent de précarité et d'insécurité qui prédisposent à la violation de leurs droits. La révélation du scandale de la vente esclavagiste de migrants en Libye qui a ébranlé le monde entier au mois de novembre dernier en est le témoignage le plus macabre. Dans les pays de destination de ce mouvement de population, ces flux d'individus ou des familles à la recherche d'un mieux-être représentent une menace qu'il faut contenir ou contre laquelle il faut se prévenir. D'où des politiques et des stratégies qui vont de l'élaboration des lois protectionnistes à la construction de murs infranchissables, en passant par le durcissement des conditions de délivrance des visas. Oubliant, comme le souligne opportunément le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, que les migrations existent depuis toujours et qu'elles continueront d'exister pour diverses raisons. Les migrations ne constituent pourtant pas uniquement un problème. Elles sont parfois et même souvent des solutions. Des secteurs entiers de la vie socio-économique dans certains pays développés seraient totalement paralysés sans l'apport d'un migrant. Les défis et les difficultés des migrations internationales exigent donc une coopération renforcée, une action collective entre les pays et les régions. D'où le thème de la commémoration de cette année, Migration sans danger dans un monde qui bouge. En 2015, l'Afrique à elle seule comptait plus de 32 millions de migrants, soit 13,4% des migrations mondiales. Proclamée par l'Organisation des Nations Unies le 4 décembre 2000, la Journée internationale des migrants est célébrée tous les 18 décembre de chaque année afin de dissiper les préjugés sur les migrants et de sensibiliser l'opinion à leur contribution dans divers domaines de la vie, aussi bien dans leur pays d'origine que dans les pays. À la Belle, nous savons célébrer les grandes figures africaines. Aujourd'hui, nous avons décidé de parler de la disparition du pasteur Dean Assameh. C'est une grande figure de la résistance au Cameroun. Eh bien, cela fait 70 ans qu'il s'en est allé. Carole Guissot porte pour nous ce souvenir. Il s'appelait Adolphe Lotine Assameh, le père du célèbre chanteur et compositeur Ebo Lotine, lui aussi de regrettée mémoire. Mais il était plus connu pour sa force, son courage et sa détermination face à ce qu'il considérait comme une oppression de l'Église coloniale. Il pensait que les Noirs devaient gagner leur autonomie et surtout que les colons n'avaient pas à leur imposer une orientation religieuse. Au gré des colons français notamment, il fut combattu, pourchassé, emprisonné et persécuté, mais résista et fit de la libération de l'homme noir un combat perpétuel jusqu'à la fin de ses jours, le 29 décembre 1946. En pleine période coloniale française, où l'administration voulait avoir la mainmise et le contrôle absolu sur tout, y compris sur la gestion des églises, où le noir était réduit aux basses besognes, où les pasteurs africains n'avaient pas la même notoriété que les pasteurs occidentaux. Il y a un certain nombre de services qui ne pouvaient pas poser, tout simplement parce qu'ils étaient noirs. Tout s'effectuait à partir des valeurs culturelles importées, c'est-à-dire que l'identité profonde même de l'Africain lui était déniée, y compris dans la célébration liturgique ecclésiale. Lotine Assameh se présente donc en ce moment comme quelqu'un qui revendique la dignité de la race noire,
l'émancipation de la race noire, la capacité des Africains à s'autodéterminer, à s'autogérer, et leur dignité et leur connaissance profonde de tout ce qui est réalité divine. Ils étaient des dizaines à visionner le documentaire en sa mémoire à l'occasion de la célébration de sa disparition 70 ans après. Mort à 65 ans, diminué par de longues années de quête pour le respect des valeurs auxquelles il croyait dur comme fer, Pasteur Lortina Samé, père fondateur de la Native Baptist Church of Cameroon, a laissé un autre héritage au-delà de son engagement militant, un répertoire de plus de 400 chansons religieuses, les 5 cantiques, écrites et composées lors de son incarcération, qui sont aujourd'hui chantées en toutes les langues et par toutes les églises baptistes du Cameroun et de par le monde. Pour savoir où l'Afrique va, il faut pouvoir s'appuyer sur ce genre de valeurs, sur ce genre de grandes figures. Maintenant, nous allons ouvrir la page économique de ce journal pour faire un gros plan sur la Banque européenne d'investissement qui a décidé, en tout cas c'est l'une des institutions ayant décidé aussitôt après la tenue du sommet Union africaine-Union européenne les 29 et 30 novembre à Abidjan, eh bien c'est l'une des institutions à avoir décidé de réagir tout de suite, et cette Banque européenne d'investissement a décidé de soutenir l'Afrique par de solides investissements. La Banque européenne d'investissement BEI a approuvé plusieurs financements permettant de soutenir plus de 230 millions d'euros d'investissement dans le secteur privé en Afrique. Ces nouvelles initiatives, soutenues par l'institution de financement à long terme de l'Union européenne, permettront notamment d'améliorer l'accès au crédit des petits agriculteurs africains et de micro-entreprises africaines, d'accroître significativement les investissements dans la santé et l'éducation pour les populations à faible revenu en Afrique de l'Ouest, de favoriser la croissance des jeunes entreprises actives dans les secteurs du numérique et des technologies et de promouvoir l'inclusion financière des populations rurales en Éthiopie. La Banque européenne d'investissement a signé sa première opération avec Afreximbank, la Banque africaine d'import-export, pour un montant de 100 millions d'euros en faveur d'investissements et de projets liés au commerce entre l'Europe et l'Afrique. Elle s'est engagée à accorder un important financement de 35 millions d'euros à la Côte d'Ivoire à l'appui de la modernisation des réseaux de distribution d'eau du pays. Ceci vient en complément d'une aide non remboursable accordée par la Commission européenne ainsi que d'un cofinancement de l'Agence française de développement. L'opération vise à fournir de l'eau potable à environ 700 000 personnes. La Banque européenne d'investissement s'est également engagée à investir jusqu'à 15 millions d'euros à l'appui des PME par l'intermédiaire du Maghreb Private Equity Fund 4. Ce fonds ciblera principalement des participations en capital de croissance dans des entreprises privées de petite et moyenne dimension situées en Tunisie, au Maroc, en Algérie et en Égypte, et actives en particulier dans les soins de santé, les produits pharmaceutiques, les biens de consommation, l'industrie manufacturière, le commerce de détail, les services financiers, les transports et la logistique, l'industrie agroalimentaire, l'éducation et les technologies de l'information. Un nouvel accord entre la Commission européenne et la Banque européenne d'investissement, également signé à Abidjan, permettra d'alimenter 55 000 personnes supplémentaires en électricité propre et continue par l'intermédiaire du programme de la Sénélec dans l'une des régions les plus pauvres du Sénégal. Le nouveau concours de la Banque européenne d'investissement en faveur des micro-entreprises et des PME comprend des prêts à long terme et des apports de fonds propres d'un montant total supérieur à 55 millions d'euros. Il devrait aussi permettre de soutenir 230 millions d'euros d'investissement de partenaires en Afrique de l'Ouest et de l'Est. Ce sujet sur la Banque européenne d'investissement est signé Robert Adandé. Et si tout ce qui a été annoncé se fait à des taux pas très élevés, c'est sûr que effectivement entre l'Afrique et l'Europe va s'installer un vrai et véritable partenariat. Maintenant, nous allons aller voir ce qui se passe en dehors du continent africain. C'est notre rubrique Le Monde en bref, animée par Aziz Adewale Tchandi. Toujours pas d'éclairage de la police après la mort au Canada par strangulation d'un couple de milliardaires à Toronto. Le milliardaire et fondateur du groupe pharmaceutique Apotex, Barry Sherman, et son épouse Honey sont morts par étranglement, si on en croit les premiers éléments de l'enquête. Les corps ont été retrouvés dans l'une de leurs propriétés ce week-end.
Aux États-Unis, juste à côté, l'aéroport d'Atlanta a repris du service après une énorme panne d'électricité qui a duré 11 heures. Le problème d'électricité est survenu en début d'après-midi. Il a occasionné des centaines d'annulations de vols, si on en croit le fournisseur d'électricité du site. Enfin, c'est le président sortant du Honduras qui a été déclaré vainqueur de la présidentielle controversée que le pays a organisée. D'après le tribunal suprême électoral, le conservateur Juan Orlando Hernández a obtenu près de 43% des suffrages. Hugo Boss, c'est le nom de l'ancien sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun. Il a été limogé, mais il porte plainte. Nouveau rebondissement dans l'affaire du divorce entre Hugo Bross et la Fédération camerounaise de football. Limogé par le comité de normalisation de la fédération, le Belge a décidé de porter plainte à son ancien employeur pour rupture abusive de contrat. Le comité de normalisation reproche notamment à Hugo Bross de n'avoir pas atteint certains objectifs contractuels comme la qualification à la Coupe du Monde 2018 en Russie et s'est sorti dans la presse à propos de la gestion du football au Cameroun. De son côté, Bross dénonce des mois de salaire et primes impayées tout en affirmant que les autorités camerounaises n'ont tenu aucune de leurs promesses. Un abus selon Bross qui, semble-t-il, est bien décidé à régler l'affaire au tribunal. Toutefois, il semblerait que l'ex-entraîneur des champions d'Afrique 2017 ait le soutien de Bindoum Kapt, le ministre des Sports qui a affirmé n'avoir jamais été mis au courant des intentions du comité de normalisation. Il serait bon que de plus en plus les pays africains fassent appel à des valeurs du continent parce que l'Afrique a eu et a de très grands joueurs de football qu'on pourrait par la suite transformer en entraîneur, en sélectionneur, pourquoi pas. Et puis, nous allons maintenant terminer ce journal pour vous dire que la vie, elle est tellement simple, mais qu'est-ce que nous ne faisons pas pour la rendre terriblement compliquée. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir accepté d'être des nôtres en cette mi-journée. Je vous dis au revoir et à très bientôt.